Nous allons nous intéresser dans ce paragraphe à la caractérisation mathématique d'un échantillon de polymère en utilisant des outils statistiques. Donc pour poser des définitions, si le styrène, qui est ici une double liaison avec un groupe phényl, est parfaitement défini, compte tenu de l'aspect aléatoire et statistique des méthodes de synthèse de ces polymères, un échantillon de polystyrène que j'ai obtenu en mélangeant tous les monomères et en croisant les doigts pour qu'ils s'accrochent les uns aux autres, en réalité, votre échantillon de polymère sera constitué de chaînes individuelles dont le nombre d'unités monomères varie. Il est illusoire d'imaginer que toutes les chaînes de polymères auront exactement la même taille. Par exemple, vous souhaitiez faire des chaînes de polymères de 1523 monomères, ben c'est impossible. C'est impossible, vous allez avoir dans votre pot de polymère en formation, et même à l'état final, tout un échantillonnage de longueur de chaîne de polymère. On parle d'une distribution de masse molaire ou de longueur de chaîne. Eh bien, les propriétés physiques finales des polymères dépendent non seulement de ce qu'on va appeler la masse molaire moyenne, parce qu'on ne pourra pas parler de masse molaire stricte, puisque toutes les chaînes sont différentes, mais aussi de la largeur de distribution, c'est-à-dire est-ce qu'on a un échantillonnage très très large avec statistiquement autant de molécules de longueur différentes, ou alors beaucoup plus de molécules à une certaine longueur, autour des 1500 que nous souhaitions, et très peu de chaînes courtes et de chaînes très très longues. Donc, premier mot de vocabulaire, on va appeler degré de polymérisation, qui est défini pour une macromolécule individuelle. Donc, j'isole une macromolécule, je définis pour elle un degré de polymérisation, le nombre d'unités monomères qui le constituent. Je vais appeler dans la suite de ce cours I, ce degré de polymérisation individuel. Je peux faire un petit schéma. Imaginez votre pot ici qui contient votre échantillon de polymère. Vous avez des degrés de polymérisation I différents pour toutes les chaînes de polymères. Donc j'ai ici représenté chaque degré de polymérisation par une couleur. Imaginons que le degré de polymérisation 38 soit de couleur verte, le degré de polymérisation 7 ici soit de couleur mauve, le degré de polymérisation 3 bleu clair, le degré de polymérisation 25 orange, etc. Alors, j'ai extrait de ces degrés de polymérisation un certain nombre de valeurs, puisque je ne peux pas tout représenter. A priori, les degrés de polymérisation varient de 1 à plus l'infini. Et donc, vous avez ici un échantillonnage de degrés de polymérisation qui varie entre, bon, j'ai choisi de I à 53, de 3 à 53, mais bien sûr, 1, 2, 3, 5, etc., 69, etc., existent. Donc, si une unité monomère a une masse molaire M0, et si on considère I le degré de polymérisation de cette macromolécule pèse combien? Ben, en gros, elle pèse I fois M0. Et donc, la masse molaire de cette macromolécule de degré de polymérisation I, je la connais, du moins d'un point de vue théorique, elle vaut MI. Dans un échantillon de polymère, il existera un nombre NI de macromolécules qui auront exactement la même longueur et donc qui auront exactement la même masse molaire. Imaginons que je puisse les trier. Si je prends mon pot ici et que j'arrive à sortir de ce pot toutes ces chaînes de longueur de polymérisation 3 qui ont tous la même masse molaire que je note M3 ici, donc il vaut 3 fois la masse molaire du monomère, pour les mettre dans ce pot ici. Donc imaginons que j'ai extrait de ce pot toutes les chaînes de couleur bleue qui sont courtes ici. Je vais pouvoir les compter. Je peux imaginer pouvoir les compter et je vais les appeler ce nombre N3. Donc toutes les chaînes de longueur 3 ont une masse molaire M3 qui vaut 3 M0. Je les compte. Il s'avère ici que dans mon pot il y en avait 2 et je les mets là. Et ces deux chaînes, je les pèse. Donc j'ai mis ça sur une balance et je vais trouver la masse de ces deux chaînes. Et la masse, je vais l'appeler W pour weight en anglais, poids, W3, c'est la masse de l'ensemble des chaînes qui auront toutes la même longueur. Il s'avère qu'il y aura deux chaînes et elles auront la longueur 3. Et bien, je vais faire pareil. Je vais imaginer que je peux comme ça trier toutes mes chaînes à l'intérieur de ce pot. Et donc, j'extrais toutes les chaînes de longueur 7 qui ont toutes la même masse molaire, 7 fois M0. Je les mets dans ce pot. Je les compte, il y en a 6, je les pèse,
j'ai trouvé W7. Si je voulais calculer en connaissant le nombre, si j'avais la chance de connaître le nombre, ce W3 là, ça serait quoi? Ben, ça serait le nombre 2 fois la masse molaire de chacune, M3. Donc ici, si j'avais eu la chance de pouvoir les compter, parce que ça c'est totalement irréaliste, quoique, on verra, si je pouvais les compter en imaginant que j'ai 6 chaînes qui pèsent chacune M7, et ben le poids W7 que je mesure ici, ça serait 6 fois M7. Et ainsi de suite, j'ai imaginé que je pouvais séparer et compter toutes mes chaînes dans chacun des pots. Donc là, j'ai regroupé toutes les chaînes de longueur 18. J'en aurai N18, elles pèseraient W18, et etc. J'ai ainsi séparé toutes mes chaînes en nombre indicé de leur longueur et en poids indicé de la longueur d'origine. D'accord? Donc, si vous avez N chaînes, si vous sommez les N3, N7, N18, N25, N38, N45, N53, la somme de tous ces nombres doit vous redonner le nombre total de chaînes si vous avez tout vidé, ce qui est ici. Et donc, le nombre de chaînes N est la somme des NI. La masse MI de n'importe laquelle de ces chaînes vaut I fois la longueur fois M0. Et le poids ici que je recueille vaut forcément NI, le nombre de chaînes que j'ai là-dedans, fois la masse MI que j'ai calculée ici. Donc, vous avez ici le nombre de chaînes total qui est la somme de tout ce que vous avez dans chacun de vos échantillonnages. Vous avez MI, la masse molaire d'une chaîne qui vaut I fois la masse du monomère. Et vous avez la masse de chaque groupe d'échantillons de même longueur qui est noté WI, qui vaut le nombre de chaînes de même longueur noté I, fois la masse molaire d'une chaîne de longueur I. Donc voilà le vocabulaire qu'on peut définir. Donc j'ai explicité ici, j'espère, l'ensemble des notations que nous allons utiliser dans la suite. Et une fois que ces notations sont explicitées, eh bien nous allons pouvoir parler en valeur moyenne. Donc, si je définis la fraction molaire en nombre, donc en gros la fraction molaire des chaînes de polymérisation I, ben, la fraction molaire, c'est le nombre de chaînes de longueur I, que j'ai appelé NI, divisé par le nombre total de chaînes. Donc nous définissons ici la fraction molaire des chaînes de longueur I, de degré de polymérisation I. Au lieu de l'appeler fraction molaire, les polyméristes l'appellent fraction molaire en nombre. C'est assez curieux, mais c'est l'expression qu'ils utilisent, que vous rencontrerez dans la littérature. Vous remarquerez que XI présente aussi la fréquence d'apparition ou la probabilité d'existence. On peut l'exprimer en multipliant par 100 en pourcentage. C'est le pourcentage de chaînes de longueur I dans le mélange. Donc en clair, j'ai 30% de chance de rencontrer une chaîne dans ce mélange. Si XI vaut 0,3, c'est que j'ai 30% de chance de la rencontrer. On définit aussi la fraction molaire en poids des chaînes de degré de polymérisation, I, c'est tout simplement la fraction massique. Qu'est-ce que la fraction massique? C'est la masse de l'ensemble des chaînes de degré de polymérisation I sur la masse totale de l'échantillon. Donc au lieu de l'appeler fraction massique, on aurait pu l'appeler fraction massique, eh bien les polyméristes appellent ça la fraction molaire en poids. Mais ce n'est ni plus ni moins que la fraction massique. C'est exactement la même chose. Par contre, vocabulaire, les polyméristes, je pense par une mauvaise traduction de l'anglais, l'appellent fraction molaire en poids. Donc, on peut définir en fonction des notations que j'avais exprimées avant, NI sur N, WI sur W, fraction molaire en nombre, fraction molaire en poids. On poursuit. Notre objectif, c'est de trouver et d'exprimer des masses molaires. Alors évidemment, on ne peut définir que des masses molaires moyennes. Et donc la masse molaire moyenne dite en nombre se calcule par la somme sur l'ensemble des I de 1 à l'infini, sur l'ensemble des degrés de polymérisation, des fractions molaires des chaînes de longueur I fois la masse molaire des chaînes de longueur I. C'est tout à fait cohérent. Vous aurez 10% de chaînes de longueur 3, puis 15% de chaînes de longueur 7, puis etc. Vous calculez combien elles pèsent, et donc vous obtenez la moyenne de la masse molaire pondérée. Donc chaque masse molaire est pondérée par sa fréquence d'apparition, c'est tout à fait cohérent. Donc la masse molaire moyenne en nombre d'un polymère, c'est la somme des fractions molaires fois les masses molaires
des chaînes de cette longueur de polymérisation. Mais c'est aussi bien sûr, pour une moyenne, la masse totale sur le nombre total de chaînes dans l'échantillon. Donc la masse totale, c'est très facile. Le nombre total de chaînes dans l'échantillon, c'est beaucoup plus difficile à obtenir. Donc voici la définition de la masse molaire moyenne en nombre. Elle vaut ceci. Et alors là, on va définir quelque chose qui s'appelle la masse molaire moyenne en poids et qui est vraiment un outil mathématique qui n'a aucune réalité physique, si je puis m'exprimer ainsi. Il s'agit de prendre le pendant de cette formule, de remplacer les fractions molaires par les fractions massiques, et donc je vais définir la masse molaire moyenne en poids qui vaut la somme des fractions massiques fois les masses molaires associées. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce qu'un pourcentage massique fois une masse, ça n'a aucune signification physique. Un pourcentage molaire fois la masse, ça représente la masse des chaînes de même degré de polymérisation. Mais ça, pas du tout. Une fraction massique fois une masse molaire, ça ne représente rien. Ne cherchez pas à lui donner une signification. C'est un outil statistique. Alors on peut remplacer la fraction massique par sa définition, c'est-à-dire la masse des chaînes de même degré de polymérisation I sur la masse totale, remplacer cette masse WI par NI fois MI, et alors on pourra exprimer et montrer que cette valeur-là s'exprime aussi de cette façon-là, c'est-à-dire au lieu d'utiliser les fractions massiques, d'utiliser les nombres de chaînes de même degré de polymérisation, c'est égal à la somme des NI MI carré sur la somme des NI MI. C'est des maths pures et dures pour exprimer cette masse molaire moyenne en poids. Donc, vous devez être capable de définir les masses molaires moyennes en nombre et les masses molaires moyennes en poids. Et donc, je vous invite à connaître les expressions qui sont ici. Masse molaire moyenne en nombre égale somme des XIMI égale W sur N. Et je vous invite, donc tout ça est à connaître. Mais de ce côté, je vous invite à connaître uniquement l'égalité 1, c'est-à-dire celle-ci. MW égale la somme des WI fois MI, c'est-à-dire le pendant de celle-ci, elle est très facile à souvenir. Quant à celle-là, elle se retrouve éventuellement, mais dans les rares problèmes où j'ai vu qu'elle intervenait, on vous la fournissait, cette formule. Pourquoi définit-on ces deux masses molaires moyennes, en nombre et en poids? Parce qu'on va en faire le rapport, et qui va définir l'indice de polymolécularité, ou largeur de distribution. Donc en clair, si vous faites le rapport de MW sur Mn, MW est toujours plus grand que Mn. La masse molaire moyenne en poids est toujours plus grande que la masse molaire moyenne en nombre. Pourquoi? Parce que les chaînes lourdes, forcément, même si elles sont en faible nombre, représentent une fraction massique plus importante que les chaînes légères. Donc la fraction massique des chaînes lourdes est plus importante que leur fraction molaire. Donc vous avez ici un terme pour les chaînes lourdes qui est plus important. Et en plus, dans ce calcul, vous le multipliez par leur masse molaire qui est forcément importante. Donc vous multipliez un nombre plus grand pour les chaînes lourdes par un nombre plus grand pour les chaînes lourdes. Donc dans cette somme, vous donnez un poids beaucoup plus important aux chaînes lourdes qu'elles n'en auront ici, puisque la fraction massique d'une fraction de chaîne longue sera plus importante que la fraction molaire de cette même fraction de chaîne longue. Donc dans ces conditions, vous aurez toujours MW qui sera plus grand que Mn. Donc la masse molaire moyenne en poids divisée par la masse molaire moyenne en nombre vous donne toujours un nombre qui est supérieur à 1. Strictement supérieur à 1, les polymères d'indice de polymolécularité égal, ça ne peut pas exister. On va considérer qu'un échantillon est monodisperse si I est inférieur à 1,1. Donc si vous trouvez I inférieur à 1,1, c'est qu'en gros, vous avez très peu de chaînes très très lourdes, très peu de chaînes très très légères, et que votre échantillon a une homogénéité de chaînes de longueur très proche de la valeur moyenne. C'est ce qu'on appelle un échantillon quasiment monodisperse. Au-delà de 1,1, il est polydisperse, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de petites chaînes, beaucoup de chaînes moyennes, un grand nombre de chaînes autour de la moyenne, mais il vous reste encore beaucoup de chaînes lourdes.
et voire beaucoup de chaînes très très lourdes et donc une distribution très large. Alors, vous pouvez montrer aussi les deux expressions qui sont ici. C'est uniquement des maths. On peut montrer que la masse molaire moyenne en poids est égale à 1 sur la masse molaire moyenne en nombre fois xi fois mi. Et vous remarquez ici qu'on est donc capable d'exprimer la masse molaire moyenne en poids uniquement à partir de ce qui concerne les fractions molaires, puisque Mn s'exprime avec des fractions molaires, et ici vous avez des fractions molaires. Donc l'intérêt de cette formule est d'être capable de calculer la masse molaire moyenne en poids en fonction uniquement de valeurs liées à des fractions molaires. Inversement, on peut aussi calculer la masse molaire moyenne en nombre uniquement à partir de valeurs qui concernent les fractions massiques, parce que c'est égal à la somme des WI sur MI. Ces formules ne sont pas à retenir, soit elles vous seront fournies sur le sujet, soit vous serez guidé pour les redémontrer, mais elles ne sont pas à retenir. Mais sachez qu'on est capable d'exprimer les masses molaires en poids à partir de valeurs de fractions molaires et d'exprimer les masses molaires en nombre à partir de fractions massiques. Pourquoi c'est important de connaître l'indice de polymolécularité, de connaître ces masses molaires moyennes en nombre ou en poids? Eh bien, c'est tout simplement que les propriétés mécaniques et la viscosité à l'état fondu, qui est importante pour les industriels, puisque c'est là qu'ils vont fabriquer leurs objets, la propriété mécanique, puisqu'il faut répondre à un cahier des charges, dépendent beaucoup plus des grandes molécules que des petites. Et donc, si vous avez trop de grandes molécules, vous obtiendrez un produit trop visqueux, ou trop dur. Si vous n'avez pas assez de grandes molécules, vous obtiendrez un produit trop liquide ou trop souple par rapport à ce que vous voulez. Donc, il est important de connaître MW et en particulier, c'est sa valeur qui donnera des renseignements sur les propriétés mécaniques. Alors, je vous ai parlé de distribution et d'indice qui est dont on aurait une valeur charnière à 1,1. Comment fait-on pour trouver ces distributions, pour séparer, pour faire ce que j'ai fait là? Là, je l'ai fait d'un point de vue strictement théorique. Est-ce qu'on est capable de le faire pour pouvoir calculer les fractions molaires, les fractions massiques? Eh bien oui, on peut, de façon partielle, pas parfaite, mais on peut utiliser ce qu'on appelle par exemple la méthode d'exclusion stérique, qui est symbolisée par SEC, S-E-C, ou Gel Permeation Chromatography, ou GPC en anglais. Alors le principe, quel est-il? Le principe, c'est d'avoir une colonne, qui vous est symbolisée ici, qui contient un matériau qui est appelé exclusion stérique. Qu'est-ce que ça veut dire stérique? Ça veut dire volume. Exclusion, ça veut dire qu'il exclut certains volumes. Eh bien oui, vous allez mettre dans votre colonne des matériaux poreux avec des trous de taille différente, si je puis m'exprimer ainsi. Donc les trous sont symbolisés ici par ces espèces vides entre les branches de ces petits moulins qui représentent ce matériau poreux. Imaginez que vous envoyez par le haut de cette colonne des polymères qui sont représentés ici en 3 tailles. Donc vous avez les grosses molécules qui sont représentées par ces ronds, vous avez les moyennes molécules qui sont représentées par ces petits ronds en pointillés, et vous avez les toutes petites molécules qui sont représentées par ces petits points noirs. Que se passe-t-il lorsque vous envoyez une solution de votre polymère à l'intérieur de cette colonne? Alors vous débrouillez pour que l'écoulement soit relativement lent. Eh bien, il s'avère que les très grosses molécules vont trouver très peu d'endroits à se caser à l'intérieur des matériaux que vous aurez mis là-dedans. Conclusion, vos grosses molécules, elles vont circuler assez vite autour de ces matériaux poreux et finalement sortir en premier. Donc, c'est ce que vous avez ici. Vous avez un graphe ici qui vous donne le log de la masse molaire. Donc, les très grosses molécules ont une très forte masse molaire. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le volume de rétention, c'est-à-dire le volume qui s'écoule. Au bout de combien de volumes s'écoulant vous faites sortir vos grosses molécules? Eh bien là, vous les faites sortir en premier, et donc les grosses molécules vont sortir en premier. Et donc, au cours du volume d'élition, si vous avez un spectro qui est capable de vous dire les nombres de molécules qui sortent, vous allez avoir une aire, là, proportionnelle au nombre de molécules qui sortent. Elles vont sortir à un moment donné et assez vite, tout simplement parce qu'elles n'auront pas fait beaucoup de chemin, parce qu'elles ne seront pas rentrées à l'intérieur de votre matériau poreux. Prenons les molécules moyennes. Les molécules moyennes, elles vont être capables de rentrer dans les plus gros des pores, donc par exemple celui-ci, celui-là,
celui-là, celui-là, mais elles ne vont pas rentrer dans les pores les plus petits. Par exemple, elles ne vont pas rentrer là, elles ne vont pas rentrer ici, et elles ne pourront pas s'enfoncer au fond de ces pores les plus petits. Elles vont rester à la surface du matériau poreux, mais elles vont faire plus de chemin que les grosses molécules, parce qu'elles vont aller explorer les entrées de ces matériaux poreux, rentrer, sortir, et donc elles vont mettre plus de temps. Et donc vous voyez qu'il faut ici un volume de rétention plus grand pour voir apparaître les molécules moyennes ici qui ont été indiquées avec un log de masse molaire qui vaut 4. Donc 10 puissance 4 en masse molaire, en grammes par mol. Donc vous avez ici le deuxième volume, ici, qui va contenir les molécules moyennes. Et puis les petites molécules, eh ben, elles ont pris le chemin des écoliers. Elles sont capables d'explorer chacun des trous et jusqu'au plus tréfonds des molécules poreuses. Donc en se baladant, elles vont rentrer à l'intérieur de tous ces petits trous et sortiront en dernier. Et donc vous avez ici ce qu'on appelle la perméation totale, tout est sorti, et elles sortiront en dernier avec le plus grand volume de rétention, avec ce dernier pic qui est ici, pour les masses et pour les molécules les plus petites. Et donc ce genre de colonne d'exclusion stérique va être capable de vous dire comment sont réparties les molécules. Là, je vais avoir une mesure du nombre de molécules qui est sorti avec cette taille-là. Donc ça y est, j'ai mon nombre de chaînes les plus lourdes. Mon nombre N53, il est là. Puis là, j'ai mon nombre N25. Et puis là, j'ai mon nombre N7, par exemple. Et donc, je suis capable de les mettre sur des balances différentes et de trouver à la fois leur nombre, leur masse. Et grâce à ces colonnes, je peux analyser mon échantillon. Et donc, je vais être capable de regarder comment sont distribués, puisque à une certaine masse molaire, je vais dire, ben voilà, pour cette masse molaire, j'en ai tant. Et donc, je vais ici pouvoir tracer masse molaire, nombre. Et donc ici, voilà le nombre que je vais avoir pour cette masse molaire. Donc en gros, j'en ai pas, là j'en ai pas, là j'en ai pas. Ah, ici j'en ai un peu, puis là j'en ai un peu plus, et puis là j'en ai un peu plus, et ainsi de suite. Et donc, selon les échantillons, je vous avais ici un graphe qui est représenté pour deux types d'échantillons. Vous avez l'échantillon bleu, ici, qui vous donne une courbe de répartition qui est relativement étroite. Vous avez ici un narrow molar mass distribution, je ne sais plus parler anglais, donc une courbe de distribution relativement étroite, et grâce à cette courbe de distribution, grâce à la connaissance des NI, des MI, etc., on va pouvoir calculer les masses molaires moyennes, average, moyenne, et donc vous avez ici une masse molaire moyenne en nombre pour ce qui est de la courbe bleue, qui est à 607 400, alors que la masse molaire moyenne en poids est bien sûr supérieure à 623 100. Et donc vous pouvez faire le rapport ici de 623 100 pour la courbe bleue. On peut calculer l'indice de polymolécularité. Donc l'indice de polymolécularité pour la courbe bleue serait égal à 623 100 divisé par 607 400. Donc il suffit de faire le calcul que je n'ai pas fait et que je vais taper immédiatement. 623 000 divisé par 607 000. On trouve 1,02. On est inférieur à 1,1, c'est un échantillon qui sera considéré comme étant quasiment monodisperse. On va considérer que ça ne contient quasiment que des molécules de la masse molaire moyenne, 607 400. Par contre, c'est elle, je vous le rappelle, qui donne la signification physique et qui représente la vraie masse molaire. Ce n'est pas la masse molaire moyenne en poids que vous allez retenir. Pour ce qui est de la courbe verte, je peux refaire ce calcul. Je trouve cette fois-ci dans la distribution verte, donc c'est un autre échantillon de polymère, bien sûr, hein, 660 140 pour la masse molaire moyenne en poids, divisé par 495 900 pour la masse molaire moyenne en nombre, et en faisant ce rapport, on trouve 1,33. Nous sommes typiquement dans un polymère qu'on va appeler polydisperse. Donc vous voyez que la courbe est très écrasée. On a dans cet échantillon de polymère à la fois des chaînes courtes et des chaînes très lourdes, avec un maximum assez aplati, avec une grande distribution au niveau des chaînes moyennes. Donc on retiendra
une masse molaire moyenne de 495 900, mais sachant qu'elle est extrêmement étalée. La valeur du maximum, elle ne représente pas grand-chose. Les valeurs de Mn et Mw ont été trouvées grâce aux expressions 1 et 2 qui étaient ici. Hein. La masse molaire moyenne en nombre a été calculée par l'expression la masse molaire moyenne en poids est calculée par celle-ci. La masse molaire moyenne en poids a été calculée par ça, et la masse molaire moyenne en nombre a été calculée grâce à cette expression-là. Hein. Vous pouvez le faire passer de l'autre côté. Donc en gros, on peut trouver par le calcul ces masses molaires. Donc on remarque aussi que la valeur de MW et de Mn diminue lorsque la courbe s'aplatit. Hein. On a forcément une masse molaire moyenne qui est plus faible lorsque la courbe est aplatie. On peut aussi séparer, hein, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on peut, grâce à ces colonnes, non seulement analyser, mais séparer les échantillons, c'est-à-dire que les volumes de rétention, eh ben, on va les mettre dans des pots différents. Donc ici, au début, vous voyez les chaînes brunes, bleu clair, verte et noire qui descendent dans cette colonne, les plus grosses qui descendent plus vite. Donc le premier volume de rétention va contenir uniquement les grosses masses molaires. Ici, les moyennes petites, ici les toutes petites. Et après, sachant qu'on a ça, c'est déjà un mélange, ça c'est encore un mélange, ça c'est encore un mélange, ça c'est encore un mélange, on peut à nouveau faire l'analyse sur ces mélanges-là. Alors c'est ce qui a été fait ici. Vous avez ici la distribution globale de l'échantillon, et puis vous allez avoir, donc qui a été obtenu en comptant les molécules brunes, les bleues, les vertes et les bleues marines. Donc on a obtenu cette courbe-là. Et puis après on a pris chaque échantillon et on l'a soumis lui-même à une colonne pour séparer encore. Et vous constatez que l'échantillon de grosses molécules brunes a lui-même une distribution qui est relativement étalée, alors que l'échantillon de molécules noires, celles qui sont les plus petites, a une distribution beaucoup plus petite. Donc en réalité, on arrive moins bien à séparer les grosses molécules que les toutes petites molécules, à les différencier par ce système. Voilà ce que ça exprime, voilà ce que ce graphe exprime. Toujours est-il que les colonnes d'exclusion stérique, c'est magnifique, c'est extrêmement efficace pour pouvoir analyser la composition réelle d'un échantillon de polymère. Je ne vous cache pas que ce sont des analyses extrêmement coûteuses, c'est très long d'obtenir ce genre de résultats, et donc lorsqu'un polymériste a trouvé sa recette, eh ben, il n'en change pas d'un iota pour être sûr de correspondre aux analyses qu'il avait faites en amont lors de sa recherche. Alors, pour ce qui est de la détermination des masses molaires moyennes en nombre et masses molaires moyennes en poids, par analyse d'échantillons polymérisés, je vous propose les exercices 6 à 8 que nous ferons ensemble pour comprendre comment on peut faire ces calculs réellement grâce à ces études qui vous sont présentées ici.